Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et avec nous ce soir sur le plateau, Mikidadi Hassani, président des usagers de la route, de l'association des usagers de la route. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'année 2016 à peine entamée et les accidents de la route font déjà l'actualité. Un accident s'est produit hier à Majicavo, un autre aujourd'hui sur la descente Sogea. Alors comment faire pour y remédier en plus de tout ce qui a été fait jusqu'à présent en termes de mesures? On en parle tout à l'heure avec vous dans ce journal. Avec nous également sur le plateau Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors avec vous sera question de cette menace de grève qui pèse sur Mayotte, une menace de grève liée à ce préavis qui touche Total. On a vu CFDT et FO monter au créneau, on verra pourquoi et est-ce que cette menace est à prendre au sérieux. On verra cela dans ce journal, mais d'abord voici les titres de ce mercredi 13 janvier. Nous étions à J-1 avant l'éventuel début du mouvement de grève chez Total. Les revendications sont nombreuses et une rencontre s'est tenue à 15h à la DIEC entre syndicats et direction. Mais aucun accord n'ayant pu être trouvé, une grève illimitée débutera dès demain. Plus de 9000 naissances ont été enregistrées au CHM en 2015. Un chiffre en constante évolution qui conforte le statut du département. Mayotte reste en effet la plus grande maternité de France et d'Europe. Mais comment gérer autant de nouveau-nés avec les moyens locaux? Reportage. Occuper la jeunesse. À Mayotte, il s'agit d'un défi de taille que certaines associations s'évertuent à relever. C'est le cas de l'association Profession, Sport et Loisirs Mayotte, qui a organisé son premier tournoi de football durant ses vacances scolaires. Toutes les images et réactions à la fin de votre journal. Alors depuis lundi, la menace de grève illimitée chez Total plane au-dessus du département. En cause 3 licenciements et 2 mises à pied suite à des soupçons de vol de 5 pompistes du géant pétrolier. Des soupçons de vol pour 5 pompistes. Les syndicats sont donc montés au créneau et vont jusqu'à parler de machination de la part de la direction pour pouvoir licencier. À 15h, une réunion s'est tenue et à la DIEC entre les syndicats et la direction afin de régler le problème. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. En décembre dernier, la direction de Total avait relevé des anomalies dans la livraison de carburant à des entreprises qui payaient bien au-delà des quantités fournies. Après enquête, une plainte a été déposée et des procédures disciplinaires ont été engagées par le pétrolier, donnant lieu à 3 licenciements et 2 mises à pied à titre conservatoire. Des tensions sont vite apparues au sein de l'entreprise et lundi en début de matinée, la CFDT et FO ont déposé un préavis de grève illimité. Depuis lors, la menace d'un conflit social plane sur le territoire si les discussions n'aboutissent pas. La plateforme revendicative est claire, levée immédiate des mises à pied, paiement des jours non travaillés, augmentation des salaires. Mais l'une des préoccupations majeures des agents reste les distributeurs automatiques de carburant. Ces derniers redoutent qu'à terme, leur service ne soit plus nécessaire, entraînant de fait leur licenciement. La direction, qui affirme avoir découvert lundi le préavis, se veut rassurante, répétant à qui veut l'entendre qu'aucun emploi ne sera détruit par les DAC. Ainsi, pour Nicolas Favre, le directeur, le mouvement ne sera pas ou peu suivi. Un avis que ne partagent pas les syndicats, qui vont même jusqu'à parler de machination de la part de la direction dans le seul but de licencier des pompistes devenus trop nombreux. À 15h cet après-midi, syndicats et direction avaient donc rendez-vous à la DIEC pour des discussions de la dernière chance. Et après plus de 2h30 de discussion, la rencontre était toujours en cours. Et la réunion justement s'est terminée il y a quelques minutes et aucun accord n'a pu être trouvé. La grève devrait donc avoir lieu demain. On écoute Elan Zizamidou, secrétaire départemental de l'UDFO, et Ousseni Balachi, secrétaire départemental de CFDT, au micro d'Abbas Alidi. Nous avons formulé 3 propositions concernant l'arrêt de poursuite des sanctions des 5 salariés et puis un accord de méthode et également mettre en place un accord d'utilisation des distributeurs automatiques de carburant. Alors c'est ça ce que nous avons fait comme proposition auprès de l'entreprise. Mais par contre, l'entreprise a refusé à ce qu'il lève les sanctions des 5 agents concernés par cette poursuite. Alors nous avons signifié comme quoi que nous quittons la table et puis demain il va y avoir un mouvement.
Écoutez, il y a eu des échanges. On a fait des propositions. On a demandé à ce que les sanctions qui, à mon sens, étaient un peu déplacées, soient abandonnées et qu'on puisse se retrouver de la sérénité au sein de l'entreprise Total. Donc, il n'y a pas eu d'acceptation de cette proposition-là. Donc, à mon sens, je pense que la direction de la Total est partie réfléchir sur ces propositions-là. Donc, on attend des réponses là-dessus. Et voilà, si d'ici minuit, il n'y a pas de contre-proposition ou il n'y a pas d'accord là-dessus, écoutez, peut-être demain, il y aura un mouvement. Alors avec nous, Pierre Bellucci, justement pour parler de cette éventuelle grève chez Total. Pierre, alors on a vu, la réunion s'est terminée, les syndicats attendent encore un retour de la direction en ce sens. Qu'en est-il clairement au niveau des tensions ? Il y a surtout un sujet qui pose problème, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'accords. Il y a eu des discussions qui ont duré très longtemps, ça s'est terminé vraiment il y a quelques minutes, il y a une vingtaine de minutes, beaucoup de discussions, des accords trouvés quand même sur plusieurs points très importants parmi la longue liste de revendications. Le seul point qui pose problème, c'est cette histoire donc, de licenciement et de mise à pied. Ces 5 montent piste, donc 3 ont été licenciés, 2 ont été mis à pied. Pourquoi on connaît l'histoire, voilà, ils sont soupçonnés. Selon la direction qui a mené une enquête, ils sont accusés d'avoir volé de l'essence, d'avoir fait une sorte de trafic de carburant avec d'autres salariés de sociétés. Et donc voilà, c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est là-dessus qu'il n'y a pas d'accord à l'heure actuelle. À l'heure où nous parlons, maintenant, il reste jusqu'à minuit, comme l'a expliqué Elan Zizamidou, pour avoir une contre-proposition et éventuellement revenir pour que la direction revienne sur cette décision. Alors du côté de la direction, on parle de fautes commises par ces salariés et du côté des syndicats, on parle d'une machination orchestrée totalement par la direction. Alors écoutez, oui, il y a quelque chose aussi dont on a finalement peu parlé dans nos éditions, c'est le fait que nous ne sommes pas dans le public, nous sommes dans le privé. Dans le public, il faut qu'il y ait un jugement, il faut que la justice décide de ce qu'il en est. Dans le privé, c'est différent, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une première décision, ensuite effectivement il peut y avoir des recours en justice, mais alors là ce sont des longues procédures, et puis mais une entreprise privée a le droit de licencier pour faute grave, faute avérée. Maintenant il peut y avoir une enquête, voilà. Mais pour la réintégration, là encore, il faudrait une procédure qui serait probablement très longue. Ça peut se faire, cette procédure peut ne pas avoir lieu, procédure judiciaire, il peut très bien y avoir la direction qui dit nous réintégrons ces salariés. On ne sait pas ce qui va en être, on va voir dans les prochaines heures. Est-ce que la grève va vraiment être un moyen de pression ? Et puis il y a une autre question aussi qui se pose, nous sommes en état d'urgence, alors ça ne sera pas une manifestation, donc logiquement il n'y a pas de problème, on a le droit de faire grève. Maintenant, ça risque de perturber l'ordre public et on sait qu'en état d'urgence, c'est pas tout à fait autorisé. Alors autre perturbation, qui dit grève chez Total, dit également station-service prise d'assaut. Oui, et puis il dit île bloquée, sans carburant, l'île va fonctionner complètement au ralenti. On va voir un peu ce qu'il va en être dans les prochaines heures, et puis demain matin. Mais on a vu effectivement beaucoup de personnes se ruer dans les stations essence aujourd'hui, parce qu'effectivement ça fait extrêmement peur à la population. Donc voilà, nous suivons ça de près demain et dès ce soir sur l'Info Kwezi et demain dans notre édition. Merci beaucoup Pierre, c'est noté, on suivra cette affaire de très près. Et hier, nous recevions dans notre édition le président de l'association des parents d'élèves de Mtsangamouji, et ce suite à des blocages liés au rythme scolaire dans la commune. Aujourd'hui, c'est au tour des parents de Cavani de protester. Ces derniers s'insurgent contre les conditions d'accueil des enfants dans l'école maternelle de Cavani Sud. Ils ont donc cadenassé les grilles et empêché les cours de se tenir. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Ce matin, dans l'école maternelle de Cavani Sud, les parents d'élèves se sont mobilisés pour protester contre la vétusté des locaux. Ils ont cadenassé les grilles et aucun cours n'a pu avoir lieu. En effet, les parents n'ont assez d'emmener leurs enfants dans une école jugée insalubre et dangereuse. Maintenant, ça fait plus il y a 3 ans, le collège fonctionne avec un avis défavorable. Commission de sécurité, c'est normal. La mairie n'a pas
Rwangi Harsija ta jusqu'à maintenant comme solution yonti la wao ne wakar prometti amba vacances ya décembre le valet le colia mobula to paramba shitu pia za normal ramo jaja paramba c'est tout à fait le contraire babole waini hulinra uhodza yo de manara rungwana kakarabala car so para solution titoka. Le problème ne date pas d'hier et désormais les parents ne souhaitent plus attendre. En effet, en décembre, la mairie s'était engagée à faire des travaux durant les vacances scolaires, une promesse que ses parents considèrent non tenue. La colère gronde et les parents d'élèves cherchent aujourd'hui des responsables. En effet, pour eux, ce manque de considération vis-à-vis de leurs enfants ne peut être considéré comme le fruit du hasard. Les mois passent, mais les problèmes restent toujours les mêmes dans les écoles du premier degré. À noter que le secrétaire général de la mairie du chef-lieu devait se rendre sur place dans la journée, mais a finalement annulé. Il a contacté les parents d'élèves par téléphone, mais cela semble loin d'être suffisant et le blocage devrait reprendre dès demain matin. Le conflit entre la Smart, manutentionnaire historique, et Mayotte Channel, Gateway, gestionnaire du port, risque de reprendre de plus belle. En cause, l'éternel marché de la manutention et l'apparition soudaine d'une société nommée Manuport. Créée en 1988, les actionnaires ne sont autres qu'Idanel et son fils. À noter également qu'aujourd'hui, les compagnies maritimes ont toute latitude de choisir leurs prestataires de manutention. C'est donc en ce sens que la CMA-CGM a choisi de confier la manipulation de ces boîtes à la société Manuport à compter du 15 janvier prochain, et ce au détriment de la Smart. De quoi faire bondir le secrétaire départemental de la CGTMA. On l'écoute lors de la matinale de Coésie. Mais ce que nous reprochons aujourd'hui, c'est uniquement la manière dont le port est géré. Parce que toute entreprise qui intervient au port aujourd'hui, il faut que cette entreprise soit du groupe LASNI. À l'exception des entreprises du groupe LASNI, ils n'ont pas lieu, ils n'ont pas le droit d'intervenir au port. Nous avons vu avec les aménagements qui sont faits au port, j'ai posé la question aux salariés qui sont là-bas, ils ont confirmé que c'est une entreprise filiale de LASNI. Aujourd'hui, avec la manutention, c'est une entreprise filiale de LASNI. Aujourd'hui, avec la DSP, c'est une entreprise filiale de LASNI. Donc ça devient, je l'ai dit et je le redis aujourd'hui, ça devient comme en Afrique du Sud l'apartheid. Si tu n'es pas MCG ou si tu n'es pas LASNI, tu n'as pas à intervenir au port. C'est dur comme propos. Dur et grave ce que vous dites. Je le dis et je le confirme et je l'assume. La maternité de Mamoudzou détient le record de France et d'Europe du nombre annuel de naissances. Le CHM a enregistré plus de 7000 naissances en 2014 et plus de 9000 en 2015. Alors comment faire face à une telle croissance du nombre de nouveau-nés ? Nous nous sommes rendus au CHM afin de rencontrer le personnel du service de la maternité. Un sujet signé Adèle Laurent. Depuis le début de l'année 2016, 228 enfants ont vu le jour à la maternité centrale de Mamoudzou. Son taux d'occupation est de 117%. La maternité a pourtant été modernisée. Son extension s'est terminée début 2015. Depuis qu'on a fait l'extension de la maternité, on a eu aussi des moyens humains et matériels qui nous ont accompagnés pendant cette période, en sage-femme et en aide-soignant et auxiliaire de puériculture. Cela ne veut pas dire qu'on a eu l'ensemble, la totalité, mais néanmoins, on peut pallier à nos suractivités en moyenne. On est en train de se poser la question, comment pourrions-nous accueillir toutes ces patientes
les sécuriser, les prendre en charge comme il faut. Des moyens humains ne sont pas suffisants et chaque année, on procède à des demandes, des mesures nouvelles pour pouvoir faire face à cette surcharge de travail. Des lits supplémentaires ont été installés. Les femmes qui attendent d'accoucher sont parfois 3 à partager leur chambre. Du personnel a été recruté, 7 sages-femmes, 6 infirmiers et 17 aides-soignants ont ainsi rejoint le personnel de la maternité. On a une grosse augmentation sur l'année 2015, donc effectivement il y a une surcharge. On a essayé de pallier à ça, on a obtenu un poste supplémentaire en salle d'accouchement, on a agrandi le service avec les travaux, donc on a plus de lits ensuite de couches, mais malgré tous ces efforts, on continue régulièrement à avoir du mal à avoir des lits, donc à être obligé d'un petit peu rajouter des brancards ou des lits en plus, et on essaye de pallier aussi à ça en transférant toutes les patientes qui peuvent être transférées, donc qui vont bien et pour lesquelles les bébés vont bien également, dans les maternités périphériques pour décharger l'hôpital de Mamoudzou. On a un énorme turnover, la moitié des sages-femmes changent chaque année en tout cas sur l'hôpital de Mamoudzou, même sur les maternités périphériques, il y a beaucoup de nouvelles sages-femmes chaque année. Pour ce qui est des médecins, c'est la même chose, on a une équipe fixe qui est peu nombreuse, on a du mal à recruter des praticiens à long terme par rapport à l'activité, mais c'est aussi également par rapport à l'environnement global de Mayotte au niveau scolarité et insécurité qui fait que les gens ne restent pas sur du long terme. Manque de moyens humains, travail en flux tendu, personnel en burn-out et chambres saturées de patients, c'est la qualité des soins et de l'accueil qui sont menacés. Une dotation de 10 millions d'euros sera allouée en 2016 au CHM par le ministère des Affaires sociales et de la Santé. Elle servira en partie à renforcer les effectifs, notamment ceux du pôle gynécologie obstétrique et du pôle néonatologie pédiatrie. Hadjambou est un village peuplé de 1200 habitants et situé au sud-ouest de l'île de la Grande Comore. L'histoire comorienne met en scène la vie des sultans batailleurs et nous fait entrer dans le monde des djinns qui serait à l'origine de la construction du petit village de Hadjambou. Nous sommes donc allés à la rencontre des habitants de ce village afin de partager cette histoire commune aux 4 îles de la Lune. Car même si les habitants attendent avec impatience des évolutions structurelles, ils restent encore très attachés à certaines valeurs. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Nasihonziani Yosiha. Les murs de ce vestige historique sont une trace du passé de ce village, est imprégné de la vie spirituelle et du monde des esprits. Les villageois sont fiers de nous faire visiter les ruines de ce monument historique qui semble isolé et abandonné depuis la construction de la nouvelle route de Hadjambou. Upangi wa ritsola larisi uhari juha rihundu jumba li parodo hauma liundu ali taloshiwa lirengeziwa ritsola larisi uhari juha butasiri hundu na Hadjambou yinu yo paro Hadjambou ya mjonga nistadiri inu miji ikawe ya mjonga inunge komandi wao ne majini ikaya bandari za he majini yakobira yelenga hunu etunde miji hiyo. Même s'il reste les traces de la vie passée, les habitants du village ont délaissé la zone où a été créé le premier quartier dans l'espoir d'avoir une meilleure vie avec l'électricité et l'eau potable. Hassani, agent de la préfecture et référent travaillant avec les Chinois pour l'installation de la fibre optique, est enthousiaste et ambitieux pour l'avenir de son village natal. C'est-à-dire, s'ils veulent faire un projet ici, c'est les Chinois et le gouvernement qui sont en train de parler. Et puis, ils sont venus chercher des personnes pour faire n'importe quel travail. Actuellement, c'est les Chinois. Ils vont faire notre terrain de football. Ils vont encore faire des travaux concernant la route. Depuis Foumouni jusqu'à Mitsamuli, c'est notre société qui s'appelle CGC. Ce sont des Chinois qui investissent tout ça. On est content de tout ça si c'est fait parce que peut-être concernant le fibre optique, là, comme ça, peut-être on va respirer un peu. On va respirer un peu concernant la formation. Si on veut former des personnes comme ça, on va appeler, par exemple, je suis là, je vais parler avec mon grand frère, ou bien toi, si tu es retour à Mayotte, je vais parler avec toi, c'est bon. Selon une étude datant de 2010, près de 1200 personnes résideraient dans ce petit village situé au sud de l'île. Riche de nombreux vestiges du passé, les habitants de Hadjambou s'impliquent pour ouvrir leur village au grand public.
Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 13 janvier. Et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. Le 5 janvier dernier, Sindou Hassani Bamkolo, président du CIDEVAM 976, se déplaçait sur la commune de Mtsamboro afin de constater les contraintes techniques rencontrées au quotidien par les agents. D'autres visites sont à prévoir sur d'autres communes, une opération séduction à l'heure où l'existence même du CIDEVAM pourrait être remise en cause. En effet, dans le cadre de l'intercommunalité, la loi NOTRe confère aux établissements publics d'intérêt intercommunal la compétence obligatoire de collecte et de ramassage des déchets sur le territoire. Ainsi, demain, les intercos pourront choisir de travailler avec le syndicat unique ou envisager d'autres options comme le préconise Saïd Omar Wali, pour lequel le CIDEVAM revient très cher pour peu d'efficacité. Qui plus est, en se dégageant de ce partenariat, une économie de plusieurs centaines de milliers d'euros pourrait être réalisée chaque année, indépendamment des dotations de l'État, pour assurer cette compétence obligatoire. L'avenir du CIDEVAM semble donc bien sombre, d'autant qu'il est loin de faire l'unanimité. Pour exemple, depuis la fin du mois de décembre 2015, la commune de Bandrélé fait face à un problème de collecte des ordures ménagères. En effet, alors que la prestation coûte chaque année 600 000 € à la municipalité, l'une des rues du village est abandonnée par le CIDEVAM. Selon ce dernier, il serait impossible pour les camions d'y circuler à cause d'un fil électrique trop bas. Parmi les réformes sociales entrées en vigueur au 1er janvier 2016, la prime d'activité compte parmi les plus importantes. Réservée aux travailleurs à revenus modestes, elle remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi. Soumise à condition de ressources, cette prime est réservée aux personnes ayant une activité professionnelle salariée ou indépendante. Calculée en fonction de l'ensemble des ressources des membres du foyer, y compris les prestations de la CAF, le montant reste identique sur 3 mois, même en cas de changement de situation. Aucune démarche, hormis la déclaration trimestrielle, n'est à effectuer pour les bénéficiaires du RSA activité. Les attributaires de la prime pour l'emploi peuvent quant à eux estimer leur droit à la prime d'activité grâce à un simulateur disponible sur le site de la CAF avant d'en faire la demande. Mais toutefois, comme c'est souvent le cas, cette mesure sociale devra attendre le premier semestre 2016 pour s'appliquer à Mayotte, le temps qu'une ordonnance d'adaptation soit prise. Un accident s'est produit en début de matinée côte Sogea. Alors qu'un véhicule peinait à monter et roulait à très faible allure, un second a entrepris de le doubler et a percuté une voiture qui arrivait sur la voie opposée. Les sapeurs-pompiers sont rapidement arrivés sur place et ont pris en charge la conductrice de l'automobile percutée, blessée dans la collision. La circulation a été de ce fait très perturbée. Après l'impressionnante collision qui s'est produite hier à Magicavo entre un camion et une voiture, ce nouvel accident inquiète les associations d'usagers de la route. En effet, les accidents se multiplient, et notamment les accidents mortels. Alors on vient de voir les images, je me tourne vers vous Mikidadi Hassani, vous êtes le président de l'association des usagers de la route. Les accidents de la route en 2016, on peut dire que ça commence fort. Oui, comme vous le dites, on peut dire que ça commence fort parce que déjà c'est 2 accidents ou 3 même. Donc on peut dire que l'année commence assez fort. Donc j'espère que ça ne va pas continuer ainsi. Donc on va essayer de redoubler d'efforts pour sensibiliser davantage les gens. Surtout en fait que les automobilistes aient plus de la courtoisie sur les routes. Parce que c'est ça qui manque le plus et qui engendre pas mal d'accidents corporels, juste matériels aussi. Alors vous parlez de courtoisie sur la route, mais effectivement, si le réseau routier était suffisant, raisonnablement suffisant sur Mayotte, peut-être que ce phénomène ne serait pas aussi important. Exactement, mais il y a énormément de choses en fait sur le réseau routier à corriger et que ça fait des années qu'on le dénonce, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas de changement notable sur les routes. C'est pour cela que nous disons qu'il faudrait que, connaissant notre réseau routier, il va falloir qu'on s'adapte de plus en plus, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, il n'y a rien qui se fait comme il faut. Il y a juste des petits bricolages en fait, pour masquer un petit peu qu'il y a des choses qui se font, mais concrètement, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait depuis, on va dire, les 10 dernières années sur les réseaux routiers. Donc c'est pour cela, c'est à nous de faire en sorte qu'on améliore la situation sur la route. Mais s'adapter aux réalités du terrain, jusqu'à quand? Justement, il y a parfois quand on discute là-bas, on dit qu'à Mayotte, on est vraiment
très bons conducteurs parce que quand on regarde l'infrastructure, les engins que nous avons par rapport au nombre d'accidents annuels, mais nous en tant qu'associatif, il faudrait qu'on arrive à un nombre zéro à la fin de l'année. C'est pour ça qu'on dit qu'il va falloir qu'on s'adapte, qu'on continue à prendre notre mal en patience et de redoubler d'efforts de l'autre côté parce qu'une vie de perdu, c'est toujours une douleur dans les familles. Alors on parle de ces accidents dans l'actualité, également la grève de Total, on s'imagine que les routes vont être engorgées. Et là, qu'est-ce que vous préconisez ? Moi, ce que je préconise surtout au niveau des usagers, c'est que il faut savoir que le carburant, même s'il y a la grève, le carburant reviendra. Donc il faudrait qu'on change de comportement et de mentalité à ce qu'à chaque fois qu'il y a une annonce de quelque chose, on se rue sur les stations et engendrer des soucis parce que vous savez que quand on reste des heures et des heures, ça crée d'autres tensions sur la file d'attente. Et moi, j'encourage juste aux automobilistes de prendre leur mal en patience et de ne pas se ruer au niveau des stations si ce n'est pas réellement nécessaire, quoi. Alors, nécessaire, si la grève se produit demain, il risque d'y avoir blocage. Mais pour l'instant, comme on l'a vu dans le reportage, qu'il y a toujours les discussions, on peut se dire qu'il n'y aura pas grève. Ils vont pouvoir avoir une entente entre les deux parties et qu'on n'aura pas grève. Il faut rester dans la juste mesure. Voilà. Merci beaucoup, Mikidadi Hassani. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des usagers de la route. Autre préoccupation, comment occuper la jeunesse de l'île aux Lagons? Voilà l'une des principales préoccupations de nombreuses associations du 101e département. L'association Profession Sport et Loisirs Mayotte a ainsi organisé le vendredi 8 janvier un tournoi de football à Kaweni. Une première édition réussie qui devrait en appeler d'autres. Un reportage Adèle Laurent et Shakila Youssouf. Après s'être réchauffés, les joueurs de AJM et de Manga Télé se sont affrontés sur le terrain. Une partie du match s'est déroulée sous la pluie, mais les participants ne se sont pas découragés. Le public, venu en masse, n'a pas arrêté d'encourager les sportifs. C'est l'équipe de AJM qui a remporté le match. Donc là, on est très satisfait de cet événement-là qui a mobilisé en moyenne 300 jeunes, d'où l'événement, l'action d'aujourd'hui. Donc c'était la finale du tournoi conduit pendant les périodes de vacances de décembre. L'association Profession Sport et Loisirs de Mayotte existe depuis 2014 et donc on a recruté des salariés depuis septembre 2015 et en voilà un des fruits sur le territoire de Kaweni. Il y a une fédération nationale qui existe en métropole et sur les territoires d'outre-mer depuis une vingtaine d'années. Et donc voilà, depuis un an à Mayotte, on a réussi à recruter 4 salariés qui interviennent dans différentes structures d'accueil au niveau du territoire de Mayotte. L'objectif, c'est de mettre des éducateurs sportifs à disposition dans des structures d'accueil afin de mettre en place des animations pour les jeunes, notamment durant les périodes de vacances scolaires ou au sein des établissements scolaires. Le football est un bon moyen de canaliser l'énergie des jeunes. En effet, pour jouer au football, il faut respecter les règles, les lois du jeu fixées par la Fédération internationale du football. L'esprit d'équipe et de cohésion entre également en jeu. Le sport permet aussi de s'aérer l'esprit, autant pour les sportifs que pour le public. Cet événement, je profite pour dire aux jeunes que c'est quelque chose de très, très bien. Au lieu d'aller voler ou d'aller faire n'importe quoi, c'est le moment pour venir, pour jouer, pour s'amuser, pour faire des connaissances. Après ce match, une battle de football freestyle s'est tenue entre JR, un freestyler, et les jeunes de Kaweni. C'est JR qui a remporté cette battle. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesie.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Abdullah Hariti, candidat à la présidence des Républicains, 31 janvier prochain. Également demain, dans la matinale, retrouvez le journal présenté par Pierre Bellucci, journal présenté en radio. Excellente soirée à vous sur KTV.